Parfait. Donc, on est en direct. On va juste attendre quelques minutes pour que les gens puissent se joindre à nous. Et après, on pourra démarrer. Bien, je vois les gens se connecter. Alors, je vais en profiter pour commencer peut-être à présenter cette session et aussi à présenter notre invité surprise, Lio. Donc, c'est la quatrième session de la série Startup Tech Series et qui a pour objectif pour cette série de parler un petit peu des startups en Tunisie et puis de la stack technique qu'elles ont. Donc, un peu pour partager l'expérience de chacun et apprendre de tous les entrepreneurs. Donc, c'est une série faite par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et vous pouvez voir déjà le programme qu'on a en ce moment. Donc, on a déjà eu Ritz avec nous, on a eu déjà Save Your Wardrobe et SickMake. Aujourd'hui, je vais présenter ProServi et ça terminera cette première partie de la série. La deuxième partie commencera en janvier et on pourra continuer avec Scoin, Sinua, Majestai et Expansia. Pour cette session en particulier, donc on va parler de la startup ProServi qui s'intéresse à tout ce qui est procédure administrative et logistique pour les entreprises. Mais on va regarder en particulier sa stack technique qui est différente des autres, avec une stack technique qui se base sur du no-code et du low-code. Et on montrera que ces stacks techniques sont extrêmement flexibles pour développer des applications complexes et qu'elles peuvent même exploiter des modules d'intelligence artificielle pour être compétitive et utiliser les technos de l'état de l'art. Alors, avant de démarrer cette session, je veux déjà remercier Ad Biznine qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je pense que pas mal de personnes le connaissent parce que c'est un petit peu celui qui accompagne les startups Fi Afkar depuis déjà un moment. Donc, il en a vu des startups passer, il en a vu des choix technologiques faits. Et donc, je pense que ce sera un très bon interlocuteur avec un échange qui va être très riche sur comment est-ce que tous ces outils qu'on va discuter et que ProServi a pu exploiter, comment ces outils pourraient être utilisés dans d'autres contextes pour développer des prototypes, des MVP et pour que toutes les startups puissent en profiter. Merci Adel d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ma'ana. Merci beaucoup. Je suis ravi de prendre part à cette initiative, Wassim. Merci pour l'invitation. Très bien. Donc, le principe de la session Hadoum, c'est que ce sera un échange. Donc, je vais présenter ProServi. Je vais en parler du point de vue de pourquoi on a fait ProServi et puis qu'est-ce que c'est ProServi. Et ensuite, on aura deux parties. La première, ça va être un deep dive sur les choix technologiques faits par ProServi, sur l'architecture de ProServi, qu'est-ce qui se cache derrière. Et puis, je prendrai quelques minutes pour parler des éléments liés à l'intelligence artificielle et à tout ce qu'on appelle automation et comment tous ces outils de no-code et de low-code permettent justement de mettre en place des pipelines très rapides et robustes. Alors, pour commencer à parler de ProServi, excusez-moi, mais ça va commencer par le parcours du combattant de tous les Tunisiens face à l'administration tunisienne. D'ailleurs, que ce soit un entrepreneur ou pas, Guillaume, si tu as une démarche que tu dois faire, malheureusement, ce n'est pas en ligne. Il faut que tu ailles chercher l'information parce qu'elle n'est pas toujours disponible. Il faut que tu ailles préparer ton dossier, t'aimes chez les différentes administrations, où il y a l'employé, le système, etc. Donc, ProServi se place un petit peu en opposition. Je ne définis pas encore ce que c'est que ProServi, mais elle se place un peu en opposition à cette difficulté, à cette non-digitalisation des process en Tunisie. Et ce qu'on veut et ce qu'on rêve pour ProServi, c'est d'avoir une plateforme unique, digitale, qui permette à un entrepreneur, à un office manager, de faire toutes ses demandes en ligne en un clic.
Demain, il a des achats à faire pour son bureau, il devrait pouvoir le faire en un clic. Demain, il a il a un nouvel employé dans l'entreprise et il veut, par exemple, enregistrer son contrat CIVP et lui créer son affiliation CNSS. Il devrait pouvoir le faire en un clic, uploader les documents nécessaires et partir travailler. Donc, l'idée derrière ProServi, c'est justement ça. C'est tu te focalises sur ton business, ProServi se charge du reste, et ProServi se charge du reste justement en créant une plateforme digitalisée. Alors, Adel, je ne sais pas si tu connais la plateforme, je crois que c'est Rwanda qui est la référence à ce niveau-là, qui est une plateforme pour toutes les procédures administratives. C'est un peu comme ça qu'on la voit. Alors, ça ne va pas se limiter aux procédures administratives. On est focalisé sur l'administratif pour les entreprises, mais on veut que ça englobe l'administratif et la logistique. L'office manager, il soit à l'aise et il puisse scaler justement sur toutes ces démarches qui sont essentielles pour l'entreprise, mais qui ne rentrent pas dans le core business interne. Je détaillerai un peu plus le type de service qu'on couvre, mais c'est à peu près ça, ProServi. Il y a des clients en fait qui représentent un peu un panaché dans l'économie tunisienne. Il y a aussi bien des startups, Zrar ou Kbar, il y a des accélérateurs, on a des PME, des médias, des indépendants, des comptables. Ce sont des besoins pour toutes les entités juridiques finalement. Même des associations font partie des clients. Alors, quelle que soit l'entité juridique, on se retrouve face aux mêmes problématiques. Comment je fais fonctionner le bureau NTI, que ce soit du point de vue des achats, de la facturation, ce qu'on appelle les petites courses, S-document RD, JIP-document RD, etc. Et puis du point de vue administratif, les HUMA liés, CNSS, recettes des finances, bureau de l'emploi, la poste, municipalité, etc. Donc, comment on crée quelque chose? Plateforme unique, tu vas dedans, tu fais toutes tes demandes et tu peux suivre tes demandes en ligne. Alors, je ne connais pas, Wessim, si tu permets, Bien sûr. le modèle rwandais, mais par contre, je connais Betagouv, tu devrais connaître parce que tu es entre Paris et Tunis, et c'est le gouvernement français qui ouvre justement ces plateformes aux API du secteur privé, des startups, pour résoudre des problématiques centrées sur le citoyen. Et donc, on voit toutes les administrations qui sont concernées et concentrées au niveau de la présidence du gouvernement à travers une cellule qui s'appelle Betagouv. Je vous laisse regarder sur Google. Alors, c'est une très bonne remarque. Effectivement, on a d'ailleurs en rêve d'avoir un jour comme ça un accès, que ce soit API, email ou autre, à l'administration tunisienne, parce que ça sera un petit peu notre limitation. On verra, Mabarad, on a fait la présentation, on pourra automatiser toutes les procédures côté ProServi. À partir du moment où tu veux faire une demande et que tu as uploadé tes documents, tout sera traité automatiquement et ton dossier sera prêt automatiquement. Le maillon faible dans cette chaîne-là, c'est comment ensuite je transmets cette information à l'administration. Et du coup, on n'a pas encore aujourd'hui de solution digitalisée en Tunisie. Donc, c'est pour ça que ProServi, c'est un business sur deux pieds. C'est quelque chose qui va être complètement automatisé du point de vue des procédures, parce que ça, on peut automatiser, extraire de l'information avec l'intelligence artificielle, on peut guider vraiment l'utilisateur sans intervention humaine. Et il y aura toujours le last mile qui sera le dossier hadr imprimé, l'administration. Mais en tout cas, du point de vue du client, ce qui est bien, c'est que le client ne voit qu'une plateforme. Donc, en fait, on crée une Tunisie artificiellement digitalisée pour les clients internes. Ils ne voient pas le bordel qui est derrière, ils n'ont pas besoin de voir le bordel qui est derrière. On s'en charge, on scale de notre côté, mais eux, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils ne perdent pas de temps et que leurs informations soient centrées avec un suivi simple et clair. Alors, ProServi, elle a deux grandes audiences. Que tu aies une entité ou pas, notre vocation, c'est de te suivre à partir du premier jour. Si tu n'as pas d'entité juridique, on a de l'accompagnement pour la création d'entreprise et avec la même vision. C'est que l'idée interne, c'est que normalement, la création d'entreprise, ça devrait se faire en 7 à 8 étapes et ça devrait se faire par des clics. En Estonie, il me semble qu'on peut créer une entreprise en moins de 10 minutes. Et je pense que ça devrait être ça les délais réels. Alors nous, on ne pourra pas le faire en 10 minutes parce que on a l'administration derrière et on doit jouer avec les délais de l'administration. Par contre, ce qui est important, c'est de décharger l'entrepreneur de cette charge-là. Donc, à partir du moment où il crée son entreprise avec nous, étape après étape, on lui demandera les informations nécessaires.
Et nous, ensuite, le système et l'équipe opérationnelle prendra en charge la suite. Et donc, c'est comme si tu faisais une commande à la Jumia, مثلا, ou n'importe quel site de e-commerce. Tu la vois avancer d'un point à un autre jusqu'à arriver au moment où il y a le registre de commerce interne, les matriculations fiscales, et tu peux aller bosser. Et tu as suivi ça de chez toi tranquillement ou de Zanzibar ou Intabenti. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, si tu n'as pas une entité juridique, on peut faire la création. Si tu as une entité juridique, dans ce cas-là, tu bénéficies de tous les services Office Management. Donc, j'ai parlé un peu des deux pieds sur lesquels on danse aujourd'hui. Donc, la partie coursier qui peut concerner l'achat, livraison, facture, enregistrement de documents au pôle. Donc, ce que d'habitude les entreprises, ce qu'elles font d'habitude, c'est qu'elles vont recruter un coursier en interne pour gérer ça quand elles vont grandir. Ou alors, ça va être les fondateurs ou les personnes de l'équipe qui vont s'en charger. Pour la partie administrative, kiff. Donc là, on a donc une liste de démarches administratives qu'on gère, ou plutôt de catégories de démarches administratives qu'on gère. Et kiff, dans les entreprises, soit tu as quelqu'un qui va se charger de ça, ça peut être un des fondateurs ou une personne de l'équipe, soit quand ils grandissent, il va y avoir une équipe admin qui va être créée, et l'équipe admin va se charger des courses, de l'administratif, des besoins des employés ou quoi. Wassim, une Oui. question. Est-ce que vos services nécessitent la cession de droits sur la signature de gérant pour que vous puissiez interagir au nom de l'entrepreneur auprès de l'administration? Alors, la plupart des choses qu'on fournit ne demandent pas de procuration, mais on demande quand même la procuration à nos clients parce que ça nous permet d'être complètement autonomes. Comme ça, s'il y a une demande urgente de leur part, il n'y a pas besoin de faire la procuration sur le moment. On peut aller et résoudre le problème au nom du client. Donc, la réponse courte, c'est oui, on demande une procuration, mais elle n'est pas toujours nécessaire. Ok, procuration ponctuelle ou longue durée? On peut la définir avec le client. Nous, en général, c'est une procuration longue durée. Ça nous permet comme ça d'agir justement au nom de l'entreprise. Mais s'il y a des besoins ponctuels et que le client n'a pas pris un abonnement, par exemple, mais il a pris juste un service ponctuel, la procuration peut être ponctuelle pour ce service-là. Très bien, merci. Je t'en prie. Alors, un point important qu'on a du mal en général à mettre en avant sur notre site, c'est que nos services ne se limitent pas à ces services standardisés. Et il y a une très bonne anecdote qu'on a eue, je crois que c'était le printemps dernier avec Expense, où Expense est venu nous voir en disant, écoutez, j'ai à peu près une trentaine de personnes qui doivent faire leur vignette, c'est beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup de fatigue, on ne veut pas avoir à gérer ça, est-ce que vous le faites? Et au fait, ProServi, il faut voir que c'est des services qui sont standardisés, mais c'est un peu ton office manager virtuel. Donc, il est là aussi pour s'adapter à des besoins. Et s'il y a des besoins spécifiques, on aura un process spécifique pour les gérer, avec une facturation spécifique pour les gérer. Et donc, ce qui s'était passé, c'est qu'on s'était mis d'accord avec donc l'office manager d'Expensia, et on est parti chercher à 10 heures toutes les cartes grises dans les employés d'Expensia qui voulaient avoir ce service, et à 16 heures, ils avaient leur vignette et leur carte grise, et personne n'a eu à se déplacer. Donc, ce sont des process standardisés, ce sont des process qui sont automatisés, mais il ne faut pas oublier que ProService, c'est ton office manager virtualisé. Donc, si tu as besoin d'un conseil, si tu as besoin d'une demande spécifique, il ne faut pas hésiter à poser la question et ça se gérera à la demande. Dernier point, et ensuite on rentre sur les aspects stack techniques. L'outil aujourd'hui, il est extrêmement simple. Il est fait pour que ce soit orienté sur, on va dire, 3 choses. La première, c'est un dashboard qui te donne toutes les informations dont tu as besoin tout le temps. Combien de demandes j'ai fait ce mois-ci, combien ont été validées. Donc, validées, ça veut dire qu'elles vont être facturées. Et quelle est ma facture prévisionnelle, qu'elle soit dans l'abonnement ou hors abonnement. La deuxième chose, c'est que tu puisses retrouver toutes tes demandes et que tu puisses les éditer, que tu puisses voir le statut terme, etc. Et la troisième chose, bien sûr, c'est que tu puisses avoir accès à tout ton historique de facturation dans ton compte. Donc, ça reste un outil qui est assez simple, qui donne la main au client pour manipuler ces données. Et une demande, en gros, c'est 3 étapes où tu crées ta demande, tu fais le suivi et tu as l'archivage. Donc, on reste sur des choses qu'on cherche à simplifier au maximum. Et aujourd'hui, on est dans une procédure où on va standardiser de plus en plus les demandes pour qu'elles deviennent vraiment des demandes en one click. Plutôt que d'avoir un formulaire à remplir,
Si tu as une demande précise, Mathan, je veux l'affiliation au CNSS pour un employé, on sait exactement ce qu'il faut comme document. On n'a pas besoin de se casser la tête. Tu uploads tes documents, tu laisses le système générer les formulaires automatiquement et ensuite on les dépose et c'est terminé. Donc, c'est un peu ça la vision de ProService, c'est one click terminé avec tous les avantages d'une plateforme digitalisée, à savoir le suivi en ligne et l'archivage. Alors, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à l'expérience ProServi, par rapport à sa vision, etc. Sinon, on va attaquer la partie stack technique. Alors, justement, deux petites questions. La première, concernant la signature électronique. Est-ce que vous gérez le process d'affiliation à la signature électronique? Et si oui, vous le faites directement avec l'ANCE ou l'un des prestataires de services agréés par l'administration? Et la deuxième, est-ce que vous vous définissez comme une conciergerie d'entreprise? Alors, pour la première, j'imagine que tu fais référence à quelque chose comme, par exemple, l'affiliation Digigo. Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, ça, on le fait. On le fait. Alors, avec quel service derrière? Comme je ne m'en occupe pas du côté opérationnel, je suis navré qu'Ahmed ne soit pas avec nous pour me le dire exactement, mais on le fait et Ahmed le fait très bien. Sur la partie conciergerie professionnelle, écoute, la réponse courte, c'est oui. Et ça a été au début notre première dénomination. Pour la petite anecdote, c'est que quand tu dis concierge chez Tunis, ils pensent que c'est le gardien de l'immeuble. Donc, on ne parle plus de conciergerie professionnelle et on parle plutôt de office management. Mais en réalité, tu as mis le doigt sur vraiment ce que c'est que ce service à l'international. C'est une conciergerie professionnelle parce que c'est un ensemble de services pour entreprises qui s'adaptent aussi aux spécificités des entreprises. Hajet standardisés, Hajet qui sont à la demande et spécifiques. Tout le côté office manager virtualisé Interact. Super, merci. Je t'en prie. B, on va rentrer un peu Tao, pour voir ce qui se cache sous le capot. Et avant de regarder ce qui se cache sous le capot, je vais rappeler un peu des choses qu'on a vues dans les 3 dernières sessions. Quand on a discuté avec Reeds, Save Your Wardrobe, Seek Make ou Call, on s'est retrouvé sur des architectures qui sont très similaires. Chacune avec ses spécificités, bien sûr. Mais on est sur du full stack JS, on est sur du AWS, on est sur des choses, sur du mini stack, comme on dit, des choses qui sont assez classiques. Et ils font tous des choses qui scalent très bien, qui sont très flexibles, avec un design adapté, etc. Mais ce n'est pas obligatoire. Il y a d'autres alternatives. Ça, pour moi, c'est la voie à suivre quand vous avez dans votre équipe des gens qui maîtrisent vraiment ces technos, qui sont à l'aise avec, et qui vont justement pouvoir jouer avec toutes les subtilités de ces technos pour développer le produit. Je pense à une alternative et ProServi est passé par cette alternative-là. Et cette alternative porte le double nom de no-code, low-code. Je vais les définir en bas. Mais avant de les définir, je vais vous laisser avec juste cette citation de Forbes qui dit, si je devais la résumer, le no-code permet justement de développer des applications jusqu'à 100 fois plus vite qu'aujourd'hui. Et dans 3 à 5 ans, 65% des développements se feront avec du no-code ou du low-code. Alors, bien sûr, j'ai pris quelques citations. Je peux les enrichir un petit peu en disant que ces 65% de développement, par exemple, seront soit des startups émergentes, parce que le prototypage pour tester son marché sera nettement plus intéressant, moins coûteux, soit des outils en interne pour, comme disent les Anglais, empower les équipes Interact, donc décorréler un petit peu les équipes qui ne sont pas tech des équipes tech, pour qu'ils ne passent pas leur temps à embêter les équipes tech pour leur faire des outils en interne. Donc, comme ça, toutes les équipes marketing, RH, finance, etc., peuvent très bien mettre en place des systèmes automatisés, des systèmes et des produits internes sans avoir besoin de faire intervenir des développeurs. Je finirai en disant juste une chose sur le low-code. Le low-code, de l'expérience que j'ai, il est presque plus fait pour des développeurs que des non-développeurs. Parce qu'en fait, il bénéficie du no-code qui permet d'avancer très, très vite avec des briques, mais avec la possibilité de rajouter ou d'injecter des bouts de code quand ils le veulent, ce qui permet de contourner les limitations du no-code. Et on va montrer un peu plus comment ça se passe dans le contexte de ProServi. Alors, si je dois définir déjà le no-code et le low-code, le no-code, comme le nom l'indique, ça veut dire qu'il n'y a pas de code. Donc, on est en train de jouer avec des pièces de Lego qu'on va imbriquer les unes avec les autres. Il n'y a pas de prérequis techniques. On va jouer avec les modules qui existent. Et quand je dis modules, ça peut être des modules au sein d'une solution,
مثلا العباد الكل يعرفوا Wix. Supposons c'est Wix, je veux faire ma page web, je vais utiliser les modules internes de Wix pour faire ma page web, mais ça peut être aussi des modules externes que tu vas combiner ensemble pour créer une application riche. Donc, ça va être des modules d'analyse de données, des modules d'intelligence artificielle, des modules liés à la base de données, des modules qui vont être liés au paiement. On va imbriquer tout ça ensemble et tout ça ensemble va faire une application. Un peu d'ailleurs comme ce qu'on fait dans le code. Quand on regarde dans le code ici, regardez le nombre de briques qui sont mises ensemble. Donc, ce n'est pas juste du code que j'écris sur des milliers de lignes, ce sont des bouts de code avec des outils qui sont spécialisés dans des choses différentes et que je vais coller avec du code. Dans le no-code, c'est pareil. Ça va être des briques qui vont être chacune spécialisées dans une chose, qui font très bien cette chose-là, et je vais les coller ensemble, et je vous expliquerai comment je vais les coller ensemble, mais on va les coller ensemble pour créer des scénarios utilisateurs complexes. Dans le cas du low-code, ça utilise tout ce qu'on a dit sur le no-code, toutes les briques existantes sont éligibles, mais en général, tous ces softwares de no-code ouvrent la possibilité d'injecter un peu de code. Ça peut être sur les modules particuliers où tu peux rajouter des appels à des services externes, tu peux rajouter des librairies externes, tu peux rajouter un certain nombre de choses, te connecter à des bases de données, etc., pour justement permettre de créer quelque chose de plus grand que juste ce module-là et d'arriver à des produits qui sont plus intéressants. ProServi est typiquement dans le cas du low-code. Ça a commencé avec du no-code et au fur et à mesure qu'on enrichit notre application, on y injecte des bouts de code dans les endroits où on voit des limitations. Alors, ce slide, il sert à une chose simple, c'est de vous montrer que le monde du no-code et du low-code est extrêmement grand. Et ça, c'est vraiment un échantillon. Il y a des milliers d'outils à ce niveau-là. Mais au moins sur ce slide, si je regarde brique par brique à partir de la gauche, vous allez voir qu'il y a une partie qui permet de développer des applications web, plus ou moins simples, plus ou moins spécialisées. Dans un cas, par exemple, il y a des sites qui sont spécialisés dans l'e-commerce, d'autres qui sont plus généralisés. Certains, comme Card, je ne sais pas si vous voyez, C-A-R-R-D, c'est vraiment des applications one-pager, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Khalitel comme un lien, -juini.card.co, genre de choses que tu peux faire en 2 minutes pour avoir un portfolio déployé en prod, avec une image, une description, des liens, truc très très simple. Et ça, tu peux le développer gratuitement. Tu ne payes que si tu veux créer ton propre nom de domaine. Mais tant que tu acceptes d'avoir .card.co à la fin, tu peux l'avoir gratuitement. Et donc, tous les étudiants, s'ils nous écoutent, ils pourraient en bénéficier. Tous les start-upers qui se lancent et qui ne sont pas encore prêts à payer pour aller en production pourraient l'utiliser pour leur landing page, etc. Bien sûr, il y a l'équivalent pour les applications mobiles, l'équivalent pour tout ce qui est data science et intelligence artificielle, pour les automatismes, les jeux, la réalité virtuelle, la gestion de la voix, les chatbots. Il y a vraiment un peu de tout, donc je ne vais pas faire la liste ici. Et tous ces éléments-là, et c'est ça le point le plus important, tous ces éléments sont connectables. Et c'est ça la puissance du no-code et du low-code, c'est que comme ils sont connectables, il n'y a vraiment de limite qu'à notre imagination. Parce que finalement, si je veux faire une page web, la connecter à un outil de data science qui est lui-même connecté à quelque chose qui va être lié au jeu, et avec ça, un système d'automatisme et Google Sheets, je peux le faire. Je peux le faire. Il faut juste voir quels sont les scénarios qui sont pertinents pour mes utilisateurs. Mais je peux le faire. Et là, pareil, je ne vais pas passer forcément beaucoup de temps, mais c'est important de dire que ce sont des choses applicables pour tout le monde. Pour l'anecdote, j'ai discuté avec un ami qui gère une chaîne de restaurants et il voulait mettre en place un système de réservation en ligne. Et donc, il pensait justement prendre un prestataire et payer ce prestataire et faire un cahier des charges, etc. Et je lui ai dit, écoute, ce que tu veux faire là, ça se fait très simplement avec 2 petits outils. Un outil front-end, un peu comme Card ou Pori ou un truc comme ça, et une base de données qui est très sympathique qui s'appelle Airtable. Si tu utilises ces 2 ensemble, tu pourras faire tout ce que tu veux et ça ne te coûtera rien pendant le développement. Et quand tu passeras en production, si vraiment tu veux tout utiliser, ça te coûtera, on va dire, à peu près $25 le mois. Et l'idée l'a excité.
Et il s'est lancé dedans. Et au bout d'une semaine, il avait quelque chose qui commençait à être opérationnel. Alors, c'était une semaine, et il m'a embêté tout le temps. J'ai un peu regretté parce qu'il pingait toutes les 5 minutes pour avoir des réponses. Mais avec un peu de formation, on peut faire en sorte que des personnes développent des solutions in-house pour leurs propres besoins. Donc, ce n'est pas forcément lié qu'aux startups. Là, le focus startup est important parce qu'on est dans la notion d'MVP. Il faut sortir très, très vite une solution. Mais ce n'est pas spécifique uniquement qu'aux startups. Les individus peuvent le faire pour eux-mêmes. Les freelancers, ça leur permet d'avoir une vitrine ou d'automatiser un certain nombre de choses. Les petits business, ça leur permet aussi de faire leur système un peu comme les restaurants, système de réservation. Et les entreprises, ça leur permet de développer en interne des solutions. Moi, je me dis, Afkar, Adel, demain, tu veux faire un site qui va montrer toutes les cohortes qui sont passées par là, la description des startups, les sites internes. Crois-moi, avec les outils qu'on voit ensemble, tu en as pour quelques jours et tu as quelque chose de très sympathique avec la possibilité même de donner accès à ces startups pour qu'elles mettent elles-mêmes à jour leurs données régulièrement. Donc, voilà le genre de choses très sympathiques qui peuvent se mettre en place et qui peuvent améliorer la vie de tout le monde. Et donc, des questions, je suis sûr que tu y as pensé, Adel. Elles reviennent tout le temps parce qu'on me les pose à chaque fois que j'en parle. C'est, oui, le no-code, le code, c'est sympathique, mais est-ce que ça scale? Et la sécurité, qu'est-ce que tu en fais? C'est pas assez flexible. Et le coût, je vais combiner tous ces outils, combien ça va me coûter? Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre le temps de parler un petit peu de ces 4 éléments qui reviennent tout le temps. Le premier, c'est l'élément de scalabilité. L'élément de scalabilité, je pense qu'au moins au début, quand on lance un produit en interne ou en MVP, c'est une question qui se pose très peu dans le code parce que toutes les solutions te permettent de monter à 10 000, 50 000 utilisateurs ou de produits. Donc, que ce soit un truc de e-commerce, un site avec des utilisateurs, du B2B, je veux dire, pro-service et du B2B. Le jour où on touchera les 10 000 utilisateurs, ce n'est pas grave. On pourra migrer vers une autre solution, ça ne posera pas de problème. On a encore du temps à ce niveau-là. Donc, du point de vue de la scalabilité pure, je pense que toucher les limites du no-code et de low-code, c'est vraiment avoir prouvé son concept. Et à ce moment-là, on peut commencer à raisonner en mode quelle serait la meilleure architecture pour les next steps. Ce qui, d'ailleurs, tu l'as vu, je pense, Ad, c'est quelque chose qui est classique. Toute entreprise, toute structure, en général, tous les 12 à 18 mois, va rechanger son architecture parce qu'elle va utiliser des choix différents, parce que son positionnement a changé, parce que sa scalabilité a changé, etc. Donc, c'est sain de voir où est-ce qu'on en est tous les 12 mois. Et peut-être qu'à un certain moment, on va se dire, soit toute la solution en no-code n'est pas suffisante, soit certaines briques ne sont pas suffisantes. Dans ce cas-là, on va changer ces briques-là par du code et ça va comme ça faire évoluer notre machine au fur et à mesure. Ce qui est génial, c'est qu'on ne va pas avoir de la dette technique, en tout cas pour la migration. Absolument. Et ça, tu mets le doigt sur un truc encore super important, Adel, c'est l'aspect maintenance. C'est que finalement, tu as zéro maintenance à faire. Les outils que tu utilises sont maintenus par les équipes qui les développent. D'accord? Tu payes un service. Et ensuite, quand tu utilises un connecteur entre deux outils, eh ben, c'est le service qui développe ce connecteur qui va s'assurer que les API sont toujours compatibles. Donc, tu pars avec zéro dette technique et tu restes longtemps sans zéro dette technique. Et si tu migres, tu peux récupérer tes données très facilement parce que tout appartient finalement. Supposons, j'utilise Airtable. Je décide de changer. Je veux utiliser MongoDB. D'accord? Très simple. Je fais un download de mon CSV de toutes mes données et je le balance sur MongoDB. Donc, en fait, ce ne sera pas plus compliqué que ça de mettre en place ma migration. Donc, c'est des choses qui se font très bien. Alors, parlons de sécurité. Et sécurité, c'est un point important. Et je ne sais pas pourquoi les gens pensent que ce sont les développeurs qui fournissent la meilleure sécurité. Ce que je vois, Anna, sur le terrain, de mon expérience jusqu'à maintenant, c'est qu'en général, quand on met en place ce genre de solutions et qu'on les fait avec du code, ben on va justement passer à côté de la sécurité. On ne va pas forcément bien s'assurer que la base de données est fermée. On ne saura peut-être pas, d'ailleurs, comment bien sécuriser les accès internes à l'AWS ou le Google Cloud ou le. Et donc, on peut très vite se retrouver avec des trous partout. Alors que là, tu payes un abonnement, un service,
Et ce service sait pertinemment que s'ils ont une fuite pour un des clients, ils ont perdu tous les clients. Donc, on est dans une situation où ils ont eu des équipes entières dédiées juste à la question de la sécurité. Donc, si le seul point, je pense, le seul bémol au niveau de la sécurité, je dirais si tu as des données qui sont sensibles. Si tu es une entité étatique, d'accord, les entités étatiques qui gèrent des données de citoyens ne vont pas forcément aller vers du cloud ou du no-code parce qu'ils vont se dire ces données, elles doivent rester la propriété de l'autorité. Et qu'en est-il de la réglementation générale sur la protection des données personnelles? Alors, ils sont tous, j'ai le mot qui m'échappe, je veux dire certifiés. Ils sont tous, RGDP compliant. ça, exactement, RGDP compliant. Ils sont tous RGDP compliant parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est devenu une obligation pour tous les services, justement, qui traitent et stockent des données. Donc, Kif, tu es compliant par propagation. D'accord? Tu utilises des services qui le sont, tu ne combines que des services qui le sont, tu prends le consentement. Il faut que tu prennes le consentement de tes utilisateurs, bien sûr, et donc tu l'es aussi à ce niveau-là. Donc, tu n'as pas un travail personnel à faire autre que je prends le consentement des utilisateurs quand je stocke leurs données. Parce que ça, il n'y a personne qui le fera à ta place. Il faut que tu prennes le consentement des utilisateurs. Pour la flexibilité, je pense que on ne peut pas débattre sur la flexibilité du code. Le code est limitless. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Si quelqu'un manipule et il est agile avec le code, il peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Là où le no-code va être contraignant en fonction de la solution que tu prends. Pourquoi? Parce que cette facilité de développement vient avec ses contraintes. Tu as des blocs qui sont préfabriqués, entre guillemets, et tu les assembles. Donc, tu peux les assembler de beaucoup de façons différentes, mais tu seras quand même limité par la façon de les assembler. Mais en tout cas, tous ces outils-là t'ouvrent une porte, la porte de l'injection de code à l'intérieur. Ça en fait des outils de low code, un petit peu de code. Et du coup, en injectant du code à l'intérieur, on peut compenser, on peut contourner un peu les limitations. Mais c'est vrai, sur ce point-là, la flexibilité du code restera imbattable. Parce que tu fais ce que tu veux, tu n'as aucune contrainte. Et le dernier point, c'est le point du coût, et c'était un argument aussi fort pour ProServi, c'est de se dire, nous, on est encore en train d'itérer sur notre solution. On veut vraiment faire la solution qui s'adapte aux clients. Donc, on va sortir des choses rapidement, discuter avec nos clients et itérer dessus pour avoir la solution la plus adaptée. On n'a pas envie d'avoir une charge significative en termes d'équipe de développement ou de prestations et de charges lourdes en termes de cloud, etc. Donc, pour nous, le choix du no-code, low-code a aussi été un choix réfléchi du point de vue du coût. Parce que quand on avait démarré, je ne sais pas si vous vous rappelez, je monte ici un peu. Ah non, on ne l'a pas vu, on va le voir par la suite. Donc, je donnerai les détails des coûts exacts de ProServi, justement. Mais en tout cas, quand on a démarré, c'était 0 dinar, le temps d'expérimenter, de coller toutes les briques entre elles. Et à partir du moment où on était prêt à passer en production, donc sur un nom de domaine de ProServi, là, il y avait des coûts qu'il fallait payer, des coûts des services premium. Et donc, ça me fait une très bonne transition, si tu n'as pas une question sur les coûts ADL, parce que comme ça, je vous montre à quoi ressemblait la V0 de ProServi. Et donc ça, c'est la première solution AD que tu vas voir de ProServi, puisque toi, tu as connu ProServi Afcar, elle est passée par Afcar, mais à l'époque, c'était encore artisanal. C'est-à-dire que ProServi apportait déjà de la valeur à ses clients, mais sans produits digitalisés. C'était avec des emails, avec du téléphone et des SMS. Et la première version, la V0, ça a été un peu le packaging digitalisé pour que chaque client ait son compte, pour que le suivi soit digitalisé, pour qu'on puisse avoir de l'archivage, etc. Et donc, ça a commencé avec quoi? Là, je vais vous montrer les quelques briques qu'on a utilisées. Ça a commencé avec un outil qui est un peu la star des outils de no-code, qui s'appelle Webflow. Webflow est vraiment excellent pour faire des pages design. Il n'y a aucune limitation de design du point de vue de Webflow. Et du coup, tu peux vraiment faire d'excellentes landing pages, des pages CMS, tout ce que tu veux. Tu peux le faire avec autant de finesse que tu veux. Et donc, c'est un peu ça ce qu'on a fait. On a un Webflow comme site et c'est ce que voient les clients. On parlait de sécurité, on voulait rajouter un aspect accès au compte utilisateur. Nous, on ne veut pas, chez ProServi, avoir à gérer ton compte et ton mot de passe. Ça rentre dans les problématiques de sécurité. Je préfère donner ça
à quelqu'un qui sait le gérer. Donc moi, je ne vois jamais les mots de passe des clients de ProServi. Personne chez ProServi ne voit les mots de passe des gens de ProServi parce que tout passe entièrement sur un service dont le seul rôle est de créer des comptes et de les sécuriser. Et Webflow, tout ce qu'il fait, c'est qu'il contacte ce service-là qui s'appelle MemberStack pour se dire est-ce que cette personne a le droit d'accéder ou pas. Et ensuite, s'il a le droit d'accéder, il l'envoie vers son dashboard. Je rajoute à tout ça une brique qui s'appelle Zapier qui est extrêmement importante. C'est le connecteur des outils no-code. C'est lui qui va permettre de définir des scénarios utilisateurs. Un exemple concret à Adel, tu vas voir à quel point c'est simple en no-code. Dans le cas de j'ai Webflow et j'ai MemberStack. Et je veux que les informations de MemberStack, يمشي au Webflow quand il y a un nouveau compte qui est créé. Et je veux aussi que lorsque l'élément est créé في Webflow, il y a au MemberStack pour que MemberStack sache à quel identifié il est lié في Webflow. Alors, il n'y a pas d'intégration native. Où là, on rentre, c'est que ce sont des briques qu'il faut connecter. Et le connecteur, un des connecteurs star s'appelle Zapier. Un exemple que tu as sur la droite. Et c'est exactement le scénario qui est implémenté. Si j'ai un nouveau compte, donc New Member in MemberStack, c'est une brique qui est standard. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est le trigger. Eh bien, si j'ai un nouveau compte qui est créé sur MemberStack, ce que je veux, c'est que tu crées un nouvel élément sur Webflow. Donc, là, j'ai rajouté la deuxième brique. Je définis le scénario utilisateur. Donc, je rajoute, je veux que tu crées un élément sur Webflow. Et quand je dis créer live item, ça veut dire que je veux que tu le crées en temps réel. Donc, tu vas me créer en temps réel un élément qui identifie l'utilisateur dans Webflow. Et quand tu as fini cette étape-là, je lui rajoute une troisième étape et je lui dis, maintenant que tu as fini cette étape-là, tu vas prendre les informations qui ont été générées sur Webflow et tu vas les réenvoyer à MemberStack. Comme ça, tout le monde a toutes les informations et on a une synchronisation entre les deux éléments. Ça m'a pris, je ne vais pas exagérer, 1 heure. Pourquoi? 5 minutes pour mettre le scénario ou 10 minutes pour mettre le scénario, puis pour tester, aller, revenir, s'assurer que tout fonctionnait correctement avant d'allumer le scénario pour qu'il soit en production. Et donc ça prendrait beaucoup plus de temps si je devais moi-même créer, créer, ça serait déjà absurde, mais ne serait-ce qu'utiliser des librairies d'authentification, les coder dans mon workflow, les mettre dans mon code, le déployer, retester, etc. Alors que là, tout a déjà été testé en amont pour les briques par Zapier et par MemberStack ou Webflow. Moi, ce que je teste, c'est mon scénario utilisateur. Je ne suis pas en train de tester leur code. Je m'en fous de leur code. Enfin, je m'en fous pas. Je leur fais confiance. Mais moi, je me focalise sur le scénario utilisateur. C'est ça ce qui m'intéresse. De la connexion qui se fait, les appels qui se font entre eux, c'est leur responsabilité à eux. Et du coup, toute cette partie-là de code ne m'intéresse pas. Donc, c'était juste une illustration de qu'est-ce que ça veut dire que de coller des éléments entre eux. Et ensuite, donc, on a la partie front-end, on a la partie sécurité et compte utilisateur. Ensuite, il me faut une base de données parce que le client, chez Génie, j'ai un nouvel employé, je veux lui créer un compte SIVP et une affiliation CNSS, il faut que je puisse l'enregistrer quelque part. Donc, ça va dans une base de données, Airtable. Et j'ai la même base de données, mais sur des tables différentes. J'utilise mon CRM. Mon site, mon landing page. Écoute, je veux un devis, je veux contacter quelqu'un pour comprendre quelles sont vos offres. Donc, on dit toute la partie CRM, toute la partie leads generation qui est faite aussi sur ma base de données. Et en gros, c'était ça, ProServi, lorsqu'on a sorti le premier packaging interne. C'était aussi simple que ça. Quand tu te connectais sur ton compte, tu voyais la liste de tes tâches. Tu ne pouvais pas encore manipuler tes tâches. Tu ne pouvais pas les éditer. Tu ne pouvais pas modifier tes informations personnelles au pool. C'était vraiment, je crée une demande et ensuite, je fais un suivi en ligne de ce qui se passe. Et si je dois reprendre la terminologie par le code, how est découpage interne? On a un front-end, des Webflow, ce qui peut être Angular, React, les Tabali Anti sur les frameworks classiques. On a une base de données, Airtable, ça peut être MongoDB, ça peut être MySQL, ça peut être ce que tu veux. Et j'ai un back-end qui, lui, fait des choses en background que ne voit pas l'utilisateur, mais qui sont essentielles pour mon application. Le MemberStack pour la partie utilisateur et Zapier pour la partie connexion et synchronisation. Donc, on est exactement dans le même mindset que la construction d'un produit avec le code. C'est juste qu'on ne fait pas du code, mais qu'on colle des éléments entre eux pour répondre à un besoin utilisateur. Vraiment focus utilisateur. Alors, n'aie pas peur. Ça, c'est une vue simplifiée de ce qui existe aujourd'hui.
Donc, on est parti de ça à ça. Alors, avant de montrer l'autre, ce que je voulais dire, c'est que ça coûtait quasiment rien au moment où on développait parce qu'ils ont tous des offres gratuites tant que tu es en train de tester. Et quand on est passé en production et qu'on voulait prendre toutes les options premium, ça nous coûtait à peu près 350 dinars par mois. Ce qui n'est rien par rapport à avoir une équipe de développement ou par rapport à passer par un prestataire ou quelque chose comme ça. Alors, je vais commenter ça doucement pour qu'on comprenne ce qui se cache derrière, brique par brique. Donc, ce que vous voyez à gauche, là où il y a Close notamment, ça, c'est la partie CRM qui a évolué. Donc, on utilise un vrai CRM maintenant. Et donc, les données viennent sur Airtable. Elles peuvent se synchroniser avec Close. Si quelqu'un veut un rendez-vous, automatiquement, c'est géré par Calendly. Calendly va contacter via Zapier, justement, Google Calendar pour que ces créneaux-là soient aussi disponibles chez l'équipe Sales directement sur leur calendrier. Ça va envoyer des emails automatiquement, etc. Donc, la partie à gauche, entièrement automatisée, c'est celle qui va gérer la partie CRM. La partie au milieu, c'est une partie qui a évolué parce qu'on n'utilise plus que Webflow. Webflow, on s'est rendu compte que c'était très joli, que c'est très bien pour avoir une landing page, un CMS, du blog, etc. Mais pour les fonctionnalités qui nous intéressent, il avait quelques limitations qui nous embêtaient. Du coup, on l'a séparé. On l'a laissé faire ce qu'il fait de mieux, donc la landing page, et on a développé la partie applicative sur un autre outil de low-code qui s'appelle Softer. Et Softer, ce qu'il a de bien, c'est qu'il a une intégration native avec Airtable, et donc il permet facilement de manipuler la base de données. Donc, si je veux donner le contrôle sur les demandes par les clients, typiquement, je te laisse éditer tes demandes, rajouter que je trouve des configurations particulières, le compte interne, accéder à ta facturation au call. Il faut que je puisse te donner cette flexibilité. Softer est beaucoup plus facile à manipuler à ce niveau-là que Webflow. Et donc, on est parti sur ça avec app.proservice.com qui est sur Softer et proservice.com qui reste la vitrine sur Webflow. En dessous de Webflow, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'en 2 clics, mais vraiment en 2 clics, vous pouvez faire des intégrations Analytics. Donc, c'est les briques Facebook Pixel, c'est les Google Analytics, etc. Et ça ne demande pas de code, ça se fait tout seul. Et sur la partie de droite, c'est la partie produit qui s'enrichit. Et là, c'est une vue qui est une vue simplifiée. Elle est faite à beaucoup de briques, notamment pour la génération de factures automatiques, avec génération de documents ZDA automatique, la partie Google Cloud Vision qui nous permet d'extraire de l'information de documents officiels tunisiens, la partie qui nous permet de générer, ou plutôt de remplir des formulaires automatiquement Z. Et tout ça se fait avec soit du no-code, soit quelques scripts supplémentaires qui nous permettent de faire des opérations qui ne sont pas nativement prises en compte par ces outils-là. Donc voilà, ça commence à devenir une vue un peu plus chargée. Donc on commence à se rapprocher d'une vue qui ressemble à la vue d'Irene Hamloul avec du code. Mais c'est normal, il ne faut pas avoir peur. C'est que chaque brique est spécialisée fi haja et il faut combiner ces briques-là. Il faut savoir les combiner parce que chacune de ces briques fera bien son travail et il faut les connecter. Et votre seul objectif, c'est de vous dire est-ce que ce que je suis en train de construire a un intérêt pour l'utilisateur Wallet. Du point de vue du coût, naturellement, ça a augmenté. Donc là, on est plutôt à 500 dinars par mois. On n'est plus à 350. Mais it's worth it parce que chaque service qu'on paye nous fait gagner énormément de temps et ça devient complètement automatisé. Donc, voilà un peu pour l'architecture globale de ProService. Et donc, si je dois terminer sur la partie stack technique avant de rentrer sur la partie automatisme, ce que je dirais, c'est code ou no code, finalement, à vous de voir si vous êtes à l'aise avec le code ou pas. Si vous êtes à l'aise avec le code, it's limitless. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, par contre, ce que je vous dirais, c'est que ne réinventez pas la roue. Ce n'est pas parce que vous savez faire du code que vous allez réinventer pendant des semaines et des semaines des briques qui existent. Utilisez les briques qui existent. Et dans ce cas-là, le low-code est une arme qui est extrêmement puissante dans les mains d'un codeur parce qu'il peut développer très, très vite son produit, mais en plus, il a la facilité de rajouter du code pour contourner toutes les limitations. Et là, vous avez un cocktail magique pour les développeurs. C'est une des raisons pour lesquelles ça va, dans les 3 à 5 prochaines années, ça va être une raz-de-marée, à mon avis, du point de vue de l'adoption, parce que entre les mains d'une personne qui n'a pas de background technique, it's fun, tu peux faire beaucoup de choses sympathiques. Entre les mains d'un développeur, it's lethal, comme on dit. C'est quelque chose qui peut avoir
presque aucune limite et qui peut faire des produits extrêmement rapides, extrêmement efficaces très très vite. Wassim, si tu Yes. permets, certes, il ne faut pas avoir un background technique, mais il faut avoir un minimum de digital literacy ou la tech literacy. Ça veut dire connaître des basiques technologiques ou des basiques digitaux pour pouvoir justement jouer avec la foultitude de services qui sont disponibles, à mon avis. Tu as absolument raison. Je crois que le hajj al c'est qu'à chaque fois qu'on me demande quels sont les prérequis pour, pour que quelqu'un puisse réussir dans ce genre de choses, ma réponse n'est jamais très claire. Il faut que quelqu'un puisse rentrer un petit peu, mettre les mains dedans, qu'il s'amuse à bricoler un petit peu, parce que ça demande un peu de bricolage. Faire des choses rapides sur un seul outil, ça va très vite, mais si tu veux commencer tout de suite à créer quelque chose de complexe et de compétitif, il faut commencer à creuser un petit peu quels sont les outils les plus adaptés. Je mets en place un process aussi qui est maintenable, etc. Donc, tu as absolument raison. Pas de background technique, mais il y a quelques prérequis quand même en termes d'appétence technique et en termes de aussi courage pour rentrer dedans. Mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Deuxième réflexion, c'est un petit pincement au corps quand je vois dans ton mapping Stripe. Donc, il y a des outils qui sont bannis de la Tunisie, tels que l'outil Stripe. Mais heureusement qu'on a pas mal de tentatives tunisiennes de pallier aux questions de paiement. Alors, pour la partie Stripe, ProServi n'a pas encore de Stripe. Peut-être que tu l'as vu sur plutôt la partie Ritz. Oui, tout à fait. Et ProServi. Alors, pour défendre Ritz, qui ne sont pas là pour se défendre, Stripe est une excellente solution pour se déployer à l'international. Ils ont des solutions en Tunisie, ils utilisent notamment, il me semble qu'ils sont intégrés avec Ooredoo et ils cherchent à s'intégrer avec Tunisie Télécom et Orange pour le paiement mobile. Mais Stripe pour eux et Google Pay. Alors, ce n'est pas par rapport à Reads, c'est par rapport au mapping des business qui sont en no-code. Ah, ok, d'accord. C'est dans le mapping que tu as montré tout à l'heure. Très bien, tu as raison. Dans ce mapping-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un mapping qui est international, donc je ne pense pas qu'il voit la Tunisie. Par contre, tu as raison, c'est que le paiement mobile, le paiement électronique se développe très vite chez Tunis. Donc, j'espère qu'on aura des solutions comme ça. Et je peux en citer quelques noms, qui m'a Floussi, qui m'a Payme, qui m'a Connect. Il y a des acteurs qui sont très sérieux et qui se lancent dans ça. Et j'espère que très vite, on va avoir des solutions mûres à ce niveau-là. حبيت juste نزيدك حاجة أخرى sur l'histoire نتاع le technical literacy كما قلت. كما قلنا, en fait, il faut que quelqu'un soit débrouillard, barbèche à ce niveau-là. Mais l'avantage du low-code, c'est que la formation est assez facile. C'est qu'on est, par exemple, pour avoir quelqu'un d'opérationnel dans le code, chez 5 Points, on fait ces formations de reconversion. Il faut compter entre 3 et 5 mois en fonction de l'énergie que la personne va mettre et l'appétence qu'elle a et la facilité d'intégration de ces notions-là. Quand on parle de low-code, non, on sera plutôt sur quelques semaines. D'accord, on sera sur 2 semaines, sur 3 semaines, et pas forcément à temps plein, parce que finalement, ce sont des éléments assez simples à intégrer. Et une fois que tu as vu les briques, tu peux les coller. Une fois que tu as combiné plusieurs briques, tu as un scénario à Zapier, ça y est, et tu comprends que Zapier, en fait, peut s'intégrer avec 1000 autres produits. Tu n'es pas juste obligé de le faire avec MumbleStack. Donc, c'est vrai, il n'y a pas besoin de background technique. Il faut quand même تكون بربش شويه et que tu aies de l'appétence pour ça. Mais la formation est beaucoup plus courte et elle permet tout de suite d'être opérationnelle. Enfin, beaucoup plus vite en tout cas. Super. Très bien. Donc, pour finir sur cette partie-là, donc, le plus important, ce n'est pas le code ou la no-code, c'est l'architecture que vous avez développée qui doit être maintenable et surtout, ça doit répondre à un scénario utilisateur. Maintenant, je me suis fait une opinion, parce que je fais partie des demandes code et no-code, je me suis fait une opinion et je suis convaincu que le low-code, c'est la voie de 90 à 95% des gens parce que ça permet de très vite tester son marché et ça permet d'avoir des produits qui sont très bien, tout simplement, à des coûts qui défient toute concurrence. Mais si quelqu'un est vraiment à l'aise avec le code, qu'il aille avec le système l'IRAT ou l'ACTR. Bien, alors on va regarder maintenant quelques sujets de low-code qui vont intéresser plein de gens, les sujets de l'intelligence artificielle et l'automatisme. Alors, pour la petite anecdote, Adel, j'ai un compte
Twitter, مثلا, qui n'est pas à mon nom, et c'est un compte Twitter qui est auto-alimenté. Donc, c'est du scrapping d'informations, la récupération d'informations des comptes Twitter qui l'intéressent, follow, like, réponse, etc. Tout ça se fait avec du no-code. On peut très bien faire ce genre de choses avec du no-code. Alors, les amas de Verbiche, parce que tu combines plein d'outils entre eux, mais ça peut se faire. Et le potentiel d'automatisation est vraiment énorme, que ce soit في حاجات كيما هكايا وإلا مثلا نعطيك un autre scénario. Supposons que tu t'intéresses un petit aux startups et tu veux avoir une base mise à jour régulièrement des news des startups. D'accord? Voilà, des dernières startups. Ce que permettait Webradar, by the way. Hein. Ce que permettait Webradar. Et du coup, tu pourrais faire, tu veux savoir toutes les nouvelles news qui sortent, Startup Act, les nouvelles startups labellisées, les programmes Flywheel, etc. Eh bien, ça serait facile à faire. Ça serait facile à faire parce que tu prendrais des briques, liées à la première du scrapping, et ce scrapping, tu en ferais un API en un clic. Ensuite, le scrapping avec, tu le mettrais dans un module qui se répéterait toutes les 2 semaines ou là, tous les jours, qui va récupérer ces données, qui va te les mettre dans une table qui est Airtable. Ensuite, ces informations, peut-être que tu veux les afficher via un outil qui est Webflow ou la Software. Et peut-être même que tu as envie que régulièrement, ces news que tu as scrappées pour toi, qu'elles soient partagées avec le reste du monde, peut-être postées sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Tout ça est faisable avec du no-code. Tout ça et beaucoup plus. D'accord? Donc, c'est très important que les gens se rendent compte, je pense. Il y a un travail d'évangélisation presque. C'est qu'on se rende compte que c'est possible pour que les gens s'y intéressent et pour que ça devienne réellement possible et qu'ils le fassent. Mais de tout ce que j'ai expérimenté, je pense que la seule limite aujourd'hui, c'est l'imagination. Wassim, on a quelques interactions sur le canal de chat. Tu les prends maintenant à la fin de ta présentation. Alors, peut-être qu'on peut les prendre à la fin. Je vois des questions effectivement très pertinentes. On les reprendra à la fin parce que de toute manière, on a presque fini. Et comme ça, on pourra répondre à toutes les questions. D'ailleurs, je dis à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. On les reprendra et on répondra à toutes les questions. Alors, pour la partie automatisation, je ne vais pas parler de كل شيء. C'est un monde aussi, on compte qu'il y a des milliers d'outils à ce niveau-là. Mais حكيت لكم برشا على Airtable, et si j'ai quelque chose que j'aimerais que les gens commencent à utiliser pour leurs entreprises, voilà, pour eux, c'est cet outil-là. علاش؟ على خاطر Airtable, c'est 2 choses. C'est une base de données. Ritna qui fait chez ProServé, on l'utilise comme une base de données d'ailleurs multipurpose, que ce soit pour les clients, pour le CRM, pour plein de choses. Mais ce n'est pas qu'une base de données. C'est une base de données sur laquelle tu peux ajouter des automatismes. Et ça en fait quelque chose de très différent de tout ce qui existe. Peut-être un exemple à droite, à quoi ressemble un automatisme. Je dis, une ligne de mon tableau, je dis, et j'ai créé un système justement dans les cohortes NTI. Et j'ai quelqu'un qui vient de poster, il vient de soumettre son formulaire, avec un base de données NTI. Qu'est-ce que je veux faire de ces informations? Est-ce que je vais m'y intéresser ou est-ce que je peux faire des choses automatisées? Eh bien, je dis, si un formulaire est arrivé, si quelqu'un a soumis un formulaire, voici ce que je veux que tu fasses. Mathalan, je veux que tu m'envoies une information sur Slack. Je veux que tu lui envoies un email en nous disant merci, on a bien reçu ta candidature. Je veux peut-être mettre à jour les informations de ma table en allant scraper sa page web en récupérant des informations supplémentaires. Je peux peut-être lui envoyer aussi des accès, les sites Interac pour qu'il puisse aussi enrichir les informations de terreau. Je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut être, je ne sais pas quelle autre chose on pourrait mettre en place. Ça peut être tout de suite un rendez-vous qui lui est proposé pour discuter. Tu vois tous les scénarios qui, normalement, tu te forcerait à le faire manuellement et à voir ton calendrier et à voir tes emails et à faire le suivi. Ce genre de choses que tu ferais en 2 clics. Et ce sont les choses que tu vois قدامك. Si j'ai un formulaire qui est arrivé, alors, les options que je peux faire. Ce sont des options qui sont déjà nativement prises en compte par Airtable. Je ne rentre même pas encore dans tout ce que tu pourrais faire au-delà. Mais déjà, Airtable, il pourrait faire énormément de scénarios standards. Et donc, ça peut répondre aux besoins de Nestcall. Mais vraiment, que tu sois un freelance, que tu aies un petit business, que tu sois une startup qui grandisse pour un produit interne, pour un produit qui scale, peu importe. Si tu as une base de données et que sur cette base de données, tu veux avoir des actions automatisées, réfléchis, va sur Airtable. Donc ça, c'est une des parties
de l'automatisation que je recommande à tout le monde. Et c'est un peu une partie du cœur de l'application de ProServi. On l'utilise beaucoup parce qu'à partir de là, on utilise ces automatismes et on le connecte à d'autres outils qui font des automatismes un peu plus riches. Et quand je parle d'automatisme plus riche, j'introduis Tawa, un autre outil, les Ken Mawjoud fait les graphes internes, mais les marqués de Charlie, et où est mon Integromat. Integromat, c'est un peu qui m'a Zapier. Et Zapier, d'accord, Zapier, que je des scénarios simples. Si j'ai un nouveau compte, tu crées un élément Flow Webflow et ensuite tu récupères les informations, même stack. Zapier, c'est vraiment des briques qui sont prédéfinies. Integromat va beaucoup plus loin. Integromat, là, tu vois un scénario, maintenant, avec quelqu'un qui a automatisé des process qu'il faisait sur Twitter. D'accord? Donc, régulièrement, il récupère les tweets internes et ensuite, il va télécharger l'image. Je vais la base de données interne Dropbox. Il va analyser l'image avec de l'OCR, les informations, et ensuite, il va faire Google Sheet. Si jamais ce n'est pas une image, c'est juste du texte, il peut le détecter et dans ce cas-là, ça va directement sur Google Sheet. Et Hakeka, il a toute une trace de tous les tweets qui sortent sur le compte interne et c'est automatisé et il a pu à se casser la tête. Integromat permet de faire ce genre de choses parce qu'il va prendre des briques qui m'a Zapier, des briques qui sont déjà prédéfinies, mais il va beaucoup plus loin parce qu'il va te permettre d'appeler n'importe quelle API. Donc, tu n'es plus enfermé dans les briques Artium Core. Donc, si tu veux appeler une API en particulier par Google qui n'est pas disponible à partir de ces briques de base qui m'a Google Vision, je peux le faire. Et je peux faire du NLP à Google et je peux faire du text to voice ou la voice to text. Tous les éléments, les catégories, les librairies à Google, je peux les utiliser et je peux les imbriquer grâce à Integromat. Et donc, les trois outils d'Engineer Hamtawa, entre Airtable, Zapier, le connecteur et Integromat, sont un petit peu le Graal par l'automatisme low code. Si vous comprenez ces trois outils, ça devient limitless aussi. Vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, fait ProServi, en combinant ces outils-là, on a été capable de se décharger de beaucoup de choses et d'innover pour la Tunisie. Donc, Gini, un nouveau employé, le contrat CVP et son affiliation au CNSS, et ça te prend un clic, c'est vraiment un clic. Parce que ça devient possible quand tu cliques sur l'affiliation au CNSS, j'upload mon document, le document passe par un flow qui m'a été j'extrais l'information interne, d'accord? L'information je fais le base de données, j'en récupère les données dont j'ai besoin pour remplir le formulaire légal dans CNSS. Le formulaire, je l'imprime et je le dépose. Tout est automatisé. Il n'y a pas le last mile, je n'ai pas d'API public. Mais tout est automatisable. Et ça, en soi, c'est une révolution parce que tu commences à avoir une plateforme qui est complètement digitalisée. Des clients, mais je trouve qu'un truc qui se passe en temps réel, on vit avec les délais du pays, mais tout est digitalisé. C'est un exemple. Donc ça, c'est à l'époque où on avait fait le prototype. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as ProServi, quelqu'un va faire la demande, ça va sur Airtable et automatiquement, quand ça arrive sur Airtable, ça ping Integromat. Et puis, tu as un flow de données qui va détecter quel type de document j'ai, extraire les informations dont j'ai besoin, appeler Google Cloud Vision et ensuite remettre les informations sur Airtable. Et le résultat que tu vas avoir, c'est un peu comme cette carte d'identité. C'est-à-dire que je vais extraire toutes les informations que tu vas voir en ayant une carte d'identité. Et ce qui est impressionnant dans ce genre de choses, c'est que ça marche très bien. C'est que ça marche super, super bien. Moi, je trouve ça marche bien l'anglais, le français, l'espagnol et ça ne marche pas l'arabe. Ça marche très, très bien. Et donc, c'est vraiment à la portée de nos startups que d'innover en exploitant toutes ces technologies qui sont disponibles et en les exploitant sans frein liés au code. Donc, si tu maîtrises le code, tu peux aller plus loin, encore une fois. Mais si tu ne maîtrises pas le code et tu veux expérimenter, il n'y a pas beaucoup de freins. Il faut juste peut-être une petite formation pour t'ouvrir les yeux sur ce qui existe et savoir par où commencer. On a peut-être comme quelques pistes, qui m'a Airtable, qui m'a Zapier, qui m'a Webflow, qui m'a Software, etc. Mais une fois que tu as compris ce qui existe, ça devient ensuite le besoin. Un exemple, je veux générer automatiquement des images marketing. Je veux poster automatiquement des news, des fun facts. D'accord? Eh bien, je peux le faire parce que tu vas trouver une brique dont le seul rôle, c'est de générer des images à partir du texte que tu lui donnes. Et donc, je vais scraper une page qui me récupère des informations sympas, des fun facts.
je vais la mettre dans Airtable, je vais ensuite appeler Integromat qui va appeler ce service-là, qui va me générer l'image que je vais mettre sur Airtable, que je vais mettre sur Twitter. Maintenant, je n'ai pas fait une ligne de code. C'est juste que j'ai réfléchi à un scénario utilisateur, je l'ai décomposé, j'ai trouvé la brique qui m'intéresse à chaque fois, ou la sorte à les briques l'autre. Et tu peux être sûr d'une chose, peu importe peu importe la brique qui t'intéresse, il y a quelqu'un qui ne fait que ça. Donc, tu peux toujours trouver quelqu'un qui fait cette brique qui t'intéresse pour résoudre ton problème. Et donc, tu ne fais que mettre ces briques les unes derrière les autres. Off topic, Wessim, le créateur du personnage L'Akhdar Khadraoui est un fellow de Afkar avec la sixième cohorte. Je ne savais pas. Écoute, très bonne anecdote. Merci de l'avoir partagé, Bran. Et du coup, je lui rends hommage. Je ne voulais pas mettre la carte d'identité de quelqu'un, forcément, je crois, des données personnelles, mais en tout cas, je pense que c'est permis. Donc voilà, c'est un peu ce genre de scénario. Donc là, je vais vous montrer un scénario réel. C'est le scénario qu'on utilise pour la facturation automatique parce que chez ProService, on a une facturation complexe puisqu'elle peut être liée aussi bien à des abonnements qu'à des demandes à la demande, tout simplement. Ponctuelles, Sahid, merci. Et du coup, il faut qu'on puisse combiner tout ça en fonction des statuts et par les demandes. Est-ce qu'elles ont été réalisées ou pas, etc. Donc, on a fait notre solution in-house. Et notre solution in-house, en gros, elle fait le calcul par la facture interne en fonction de l'abonnement, du nombre de demandes que tu as, le coût interne. Elle va te générer à la fin du mois un Excel qui fait toutes les demandes les avec les détails internes et une facture automatique fait la somme globale que tu vas devoir payer. Et du coup, c'est une combinaison d'un peu tout ça, tout ce que je t'ai montré. C'est une combinaison des automatismes par Airtable avec des scripts. C'est du Integromat qui va gérer toute la partie Google Sheet, création de Google Sheet, remplissage de Google Sheet, partage de Google Sheet, etc. C'est Zapier qui va me permettre de me connecter avec Document pour générer ma facture à la fin et remplir les cases comme il faut. Donc, une fois que tu as compris comment fonctionne tout ça, il s'agit juste de les imbriquer entre elles. Super. Écoute, voilà, j'ai fait le tour. Le temps passe vite, il est déjà 18h05. C'est ce que je me suis dit aussi. Couloir Tafim peut tenir une session entière, mais c'est bien, on a duré 1 heure. Alors, je peux regarder peut-être les questions qui sont là. Oui. Alors, par rapport à l'SEO, Webflow, est-ce qu'il est performant? Alors, ce que je vais dire, je ne vais pas le dire uniquement pour Webflow, je vais le dire pour tous les outils de no-code. Ils ont les best practices de SEO qui sont déjà intégrés du point de vue de tout ce qui est metadata. Donc, pour que ce soit scrapable facilement, que ce soit partageable sur les réseaux facilement, etc. Ce sont en général des coins du site de l'application qui sont faciles à configurer. Donc, je crois que ces informations parce qu'elles sont importantes pour toi. Par contre, il ne faut pas uniquement compter sur eux. Parce qu'il faut bien entendu faire votre travail aussi du point de vue des SEO, rajouter les keywords internes pour qu'ils soient pris en compte par Google, faire votre contenu organique. Donc il ne faut pas imaginer une solution miracle. Ça ne demandera pas à ce que vous mettiez les mains dans le code pour mettre tous ces éléments-là. Vous pourrez les faire en config qui est malade. Donc ça sera très facile, mais il faudra faire l'effort quand même. Surtout, je pense au marketplace. Quand on rajoute une catégorie, il va falloir guider un peu les systèmes pour faire émerger justement nos pages ou notre offre sur cette nouvelle catégorie en étant la référence. Alors, c'est un très bon point parce que ce scénario particulier Tercali, les plateformes de low-code de e-commerce le prennent en compte. C'est-à-dire que quand tu crées une nouvelle catégorie de produits, cette nouvelle catégorie de produits génère automatiquement ces tags. Et donc, l'idée pour eux, c'est justement que tu puisses profiter des best practices de e-commerce. D'ailleurs, j'irai même plus loin pour le e-commerce. Quand tu prends des choses qui m'a Shopify, Matalan, ce n'est pas juste je vais avoir une marketplace. C'est tout de suite ta marketplace avec la capacité de faire ton inventaire, la possibilité de faire des coupons de réduction, le paiement Stripe qui est intégré, éventuellement des librairies disponibles pour s'intégrer avec des fournisseurs de logistique. Donc, au fait, les outils spécialisés de low-code, ce sont des outils qui vont essayer d'intégrer les best practices de ce métier-là.
Et donc, tout de suite, tu peux bénéficier de ces best practices-là. Sinon, il faut que tu réinventes كل شيء وحدك. Une marketplace, c'est juste une liste de produits. Ben, qu'est-ce que tu fais quand tu veux faire un sale? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux faire un discount? Qu'est-ce que tu fais pour le paiement direct, pour le retour, etc. Donc, il y a aussi cet avantage-là, quand des fois, vous avez une idée qui est très précise, cherchez une solution qui se spécialise. Parce que si vous la trouvez, il est fort possible que les best practices call soient déjà intégrés. Super. Alors, il y a une autre question de Sofiane, parce qu'il revient justement en disant, et je pense que ça revient régulièrement, alors ça marche que pour des scénarios simples, et c'est là où je viens pour lui dire, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et j'ai des arguments à te donner, notamment si tu vois certaines startups qui m'accomettent. Comet, c'est une startup qui est passée, je crois, de 0 à 500 000 dollars de revenus par mois avec zéro code en utilisant l'outil Bubble. Et ça montre que des startups qui peuvent monter à cette scalabilité-là et à ce genre de revenus-là sont capables d'intégrer tous les scénarios qui intéressent leurs utilisateurs pour avoir ce succès-là. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est un des premiers exemples de ce genre de startup. Je crois que c'était en 2017 ou en 2018. Donc, je pense pas qu'on soit limité par le code. Je pense que les briques de base, on est d'accord, elles peuvent être un peu contraignantes, mais si tu comprends l'écosystème qui est autour et que tu combines bien les outils comme tu veux, quitte à injecter un peu de code, voilà, mon sentiment, c'est qu'on va vers quelque chose qui est quasi limitless. Ce ne sera jamais comme du code, on est d'accord, mais on se rapproche de plus en plus vers quelque chose qui est très peu contraignant. Je partage avec toi juste une réflexion. Je me suis demandé si tu avais un peu de données sur le corporate adoption, parce que le corporate, l'institutionnel, fonctionne avec moins d'agilité que les startups. Pour le corporate, il faut que je réfléchisse un peu. Il y a deux audiences différentes. Tu as soit les corporates qui fournissent des solutions qui et en fait, tu vas te rendre compte que Microsoft, Google, Amazon, etc. sont all-in dans tout ce qui est no-code et low-code. Donc, leurs solutions sont faites pour qu'elles soient utilisables avec très peu de background technique. Pour les entreprises qui utilisent ces solutions en interne, il faudrait que j'ai des cas concrets. Je suis convaincu qu'il y en a, mais là, je ne veux pas citer d'entreprise en particulier parce que je ne suis pas à l'intérieur de ces entreprises-là, donc je ne saurais pas te dire si elles l'utilisent ou pas. Alors, peut-être une dernière question, c'est What's next pour ProServi? Alors, What's next pour ProServi, c'est de concrétiser un peu toute cette partie, les HEIA one-click request. Donc, on veut vraiment arriver à un moment où tu cliques sur un bouton et tout le process est automatisé en combinant les outils linéaires avec de l'intelligence artificielle. Donc ça va être notre gros focus sur le prochain quarter. Et ce qu'on va voir aussi, c'est l'intégration du paiement en ligne en Tunisie. Et ça aussi, ça va être un défi parce qu'on sait qu'il y a des très bons acteurs en Tunisie qui se développent à ce niveau-là. Il va falloir voir à quel point ces acteurs sont matures et comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ça facilement dans les outils internes. Donc, c'est dans cette direction-là qu'on va. Super. Alors, je vais prendre une dernière question parce qu'elle est importante et elle est très intéressante. C'est la question de Shahir. Et cette question, elle concerne toute la partie le versioning. Donc, une des choses qui est importante pour le code, c'est que tu peux avoir des versions différentes. Et donc, tu peux avoir des branches différentes. À quel cas, tu peux implémenter des choses en parallèle et puis tu fusionnes ensuite tes branches vers la prod que quand tu as tout testé, que tout fonctionne. Donc, la réponse simple chez Shahir, c'est que le no-code et le low-code n'est pas du tout arrivé au niveau du code Helium. C'est-à-dire que du point de vue de la gestion des versions, certaines solutions le font. Maintenant, Webflow gère des versions, donc tu peux faire des backups et tu peux revenir. D'ailleurs, font des backups automatiques. Pour les autres, la plupart, ils ne le font pas ou ils le font très mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je pense que tu y penses aussi, Shahir, la chose qui manque pour le no-code et le low-code Helium, c'est la partie branche. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des branches séparées avec différentes implémentations d'une même solution pour ensuite les merger, pour ensuite les fusionner, un peu comme ce qu'on fait avec Git. Aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose qui existe et c'est une limitation importante. Mais je suis convaincu que dans les 3 à 5 prochaines années, on va commencer à voir ce genre de choses. Voilà. Écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. Super, merci beaucoup pour l'invitation. Je voulais partager avec ton auditoire juste
mes références pour ces sujets-là. Moi, j'écoute un podcast qui s'appelle Le Panier. C'est un podcast court où on trouve pas mal d'exemples de business qui sont montés très rapidement, d'une manière agile, d'une manière lean. Donc, je vous invite à le télécharger sur Google Podcast, par exemple, ou sur iTunes. Très bien. En tout cas, les épisodes qui vous intéressent, ils sont par secteur. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Anna, je vais juste clôturer cette session en disant que la deuxième partie de cette série reprendra en janvier. Donc, on a encore 4 belles startups qu'on va voir, avec notamment des sujets toujours qui combinent l'intelligence artificielle, bien sûr, avec des plateformes de communication, de la blockchain et Expensive pour la partie note de frais. Donc, on a un programme qui va être très sympathique dès le début de 2022. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Encore une fois, merci à Adel. C'est moi, merci à à tout le monde toi. qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Tout à fait, merci à tout le monde.